Bonjour madame, le président Macron, vous en pensez quoi? Faut-il vraiment en penser? C'est une bonne question. Je pense qu'on s'est déjà tous demandé qui était le pire président de la République. C'est une question que pas mal de gens se posent, notamment récemment, je pense, au vu de l'actualité. Lorsqu'on voit qu'une motion de censure a été adoptée alors que ce n'était plus le cas depuis 1962, c'est quand même assez impressionnant. On peut se demander si au final on n'est pas sous un des pires mandats que la France ait jamais connu. Donc le mandat en l'espèce d'Emmanuel Macron. Donc je pense que ça pourrait être globalement assez marrant, assez intéressant de voir qui peut être la personne, on va dire, qui a apporté le plus de problèmes à la France dans son développement, que ce soit sur le plan politique, géopolitique, économique, etc. Existe-t-il des présidents dont on aurait pu se passer? Ou alors, est-ce qu'ils étaient vraiment tous importants pour dire qu'on a eu que des présidents de la République vraiment capables? Bon, la réponse est non, de toute façon vous allez le voir dans la vidéo. Et cette 5ème République, donc le régime que la France suit actuellement, a connu au total 8 présidents de la République. Donc je pense qu'il serait plutôt marrant de faire un classement du président le moins marquant à celui qui a vraiment été magistral dans son rôle de chef de l'État. Alors évidemment, ce classement est purement subjectif, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de classement officiel des présidents de la République, c'est juste mon avis sur l'impact que ces présidents ont pu avoir sur le pays, et surtout sur les mesures qu'ils ont pu prendre. Alors évidemment, n'hésitez pas à faire votre propre classement en commentaire, et évidemment, je précise bien que ce classement concerne uniquement les présidents élus pendant la 5ème République, donc depuis 1958, donc la date d'élaboration de la 5ème République, je rappelle. Donc je ne veux pas voir de commentaires qui me demandent pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de Pétain par exemple. Enfin bref, sans plus tarder, commençons. Bon bah écoutez, j'ai tout fait pour essayer de le mettre plus haut, mais c'est pas possible. Je ne peux pas mettre Emmanuel Macron plus haut que le top 8. Bon voilà, il a toujours pas fini son mandat, mais ça m'étonnerait qu'il puisse modifier sa place d'ici 3 ans. Vous l'aurez donc compris, mais Macron, c'est sûrement le président le moins performant de la 5ème République. Pour ne pas dire le pire président. Voilà, il n'y a aucun suspense, on commence directement la vidéo par le pire président, et c'est Macron sans débat. Il a eu 2 mandats et ça ne suffit absolument pas pour faire sortir la France du bourbier dans lequel elle est actuellement. Un déficit public absolument énorme, près de 3000 milliards d'euros, une éducation nationale en chute libre, et c'est sûrement pas la réforme du bac qui va tout changer. C'est un président qui est très rapidement impopulaire. Premièrement par la crise des gilets jaunes, même si on peut féliciter son initiative d'essayer de faire un grand débat national, l'affaire McKinsey, où apparaît que Macron aurait eu des liens avec une entreprise de conseil qu'il aurait épaulée, notamment lors de sa première campagne de 2017, ou encore l'affaire Benalla, un proche de Macron qui est accusé d'avoir usurpé la fonction de policier pour violenter des manifestants en 2018. Mais c'est pas fini, puisque cette impopularité ne fait qu'augmenter au fil des années, avec une réforme des retraites par exemple qui est majoritairement perçue comme injuste et contre-productive. La cerise sur le gâteau, c'est que cette réforme a eu lieu grâce à l'invocation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le fameux 49.3, alors qu'un référendum était pourtant demandé par la population pour une telle réforme. Mais pourtant, Macron n'en a rien eu à faire et voulait absolument faire passer cette réforme, même si ça consistait à un peu marcher sur l'opinion publique quoi. Je ne critiquerai pas sa politique intérieure pendant la pandémie, puisque l'état d'urgence sanitaire était pour moi nécessaire. On n'allait pas laisser les gens circuler comme ça dans la rue alors qu'un virus était en train de se propager à une vitesse ahurissante. Par contre, s'il y a bien un truc qu'on peut critiquer, c'est son impuissance quant à la guerre en Ukraine qu'il n'a pas pu empêcher. Alors bon, certains diront ouais mais c'était la Russie, etc. Mais pour moi c'est clairement le résultat d'une France qui n'est plus prise au sérieux à l'international, du fait de ses concessions faites aux Américains premièrement, et ensuite à l'Union Européenne. Bref, je peux pas mettre Macron plus haut, en bientôt 10 ans de politique, on voit bien qu'il ne sait pas vraiment où il va. Lors des élections européennes et législatives de 2024, c'est juste hyper flagrant. D'abord, il se fait écraser par le Rassemblement National, ensuite il tente une dissolution de l'Assemblée Nationale, qui va juste mettre fin à la majorité relative qu'il avait, donc c'est clairement un manque de calcul politique pour le coup. Il tente ensuite d'instaurer un nouveau gouvernement, un peu de centre-droite, qui se fait finalement renverser le 4 décembre après seulement 3 mois de fonction, par une motion de censure, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 1962 quand même. Ça montre juste à quel point le pays est devenu instable et qu'au final la dissolution de l'Assemblée nationale n'a fait qu'empirer la chose. Bon, j'ai essayé de chercher quelques petits points positifs au niveau de son charisme, s'il en avait par exemple. Eh ben franchement, même là, j'avoue que j'ai du mal. Les dirigeants des autres pays peuvent parfois lui manquer de respect sans qu'il réagisse. On se souvient tous de la scène où il invite le roi Charles III, donc le roi du Royaume-Uni, dans la même salle où avait abdiqué Napoléon en 1815, tout en souriant comme s'il était fier de la défaite française en 1815. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Napoléon, mais on peut pas nier qu'il a quand même permis à la France de s'imposer dans un continent européen qui ne souhaitait que sa soumission.
Et je suis désolé, mais rigoler comme ça dans la salle, c'est comme dire ha ha ha, vous nous avez battus, on l'a bien mérité. Et pour moi, ça, c'est juste archi rédhibitoire. Et pour moi, ça n'a rien à faire là. Un président de la République ne devrait pas avoir à faire ce genre de truc. Et vous allez vous dire que bah c'est fini là, on peut pas faire plus bas. Eh ben non. Tout simplement parce qu'il est carrément désacralisé par sa propre population lorsqu'il se fait gifler. Mais alors là, c'est absolument terrible. Un président de la République qui se fait gifler, mais c'est absolument plus la même chose. Après, on peut quand même souligner que ça partait d'une bonne intention. Il était là pour saluer des personnes qui étaient venues lui rendre visite. Donc bon, c'est quand même honorable de sa part, mais voilà, il se fait gifler et à partir de là, le président n'est plus vraiment vu de la même façon. Bref, Macron n'est pas le président de la République qui fera la meilleure impression, clairement. Je ne peux pas le mettre plus haut que 8e. Alors j'ai vu une citation assez marrante sur François Hollande qui disait « C'est celui qui a fait le moins de mal au pays, tout simplement car il n'a rien fait ». Bon alors, c'est pas vrai à 100%, hein, il n'a pas rien fait, même si au final il n'a pas été hyper extravagant. Hein. On se souvient surtout de lui pour sa politique antiterroriste depuis les attentats du 13 novembre, qu'il a plutôt bien géré d'ailleurs, honnêtement. Il a également bien géré l'intervention au Mali en 2013, évitant la chute de l'État malien aux mains des djihadistes, avec l'opération Barkhane. Donc géopolitiquement, en soi, François Hollande était un bon président. Mais après, sa politique de l'emploi et sa politique économique en général, elle n'est pas non plus fofolle. De base, en 2012, il avait pour objectif principal de baisser le taux de chômage. Résultat, le chômage avait quand même atteint son plus haut pic avec 10,4% de taux de chômage en 2014. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 1997 quand même. S'agissant de pallier au déficit public, il a tenté de taxer toujours plus les entreprises et les plus riches, ce qui permet de réduire un peu l'indice de Gini, ce qui est une bonne chose en soi, mais il s'est finalement rétracté avec le CICE, donc le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui donne en gros des avantages fiscaux pour les entreprises qui emploient des salariés. Mais bon, ce CICE s'est finalement révélé être très coûteux pour les finances publiques, donc au final, il n'a absolument pas pallié au déficit. Il a tenté d'augmenter la TVA, donc la taxe valeur ajoutée, en passant de 19,6% à 20% à partir de 2014. Bon, au final, c'est juste mauvais pour les consommateurs, quoi. Même si en soi, ça peut un peu aider à redresser le déficit, mais bon, l'augmentation de la TVA à elle seule, ça suffit pas. Si je le mets devant Macron, c'est parce que déjà, il n'avait que 5 ans de mandat, donc bon, il avait quand même moins de temps pour mettre en place ces mesures, et je trouve qu'il a quand même mieux géré la crise terroriste que ce que Macron aura pu faire avec la crise sanitaire, sachant que dans les deux cas, un état d'urgence avait été déclaré. Bon, certains me diront que gérer une crise terroriste, c'est pas la même chose que gérer une crise sanitaire, mais bon, personnellement, je trouve quand même qu'il a été meilleur globalement à ce point-là. Mais bon, globalement, je trouve que sur sa politique intérieure, il a été meilleur. Bon, écoutez, niveau charisme, par contre, là, c'est terrible, je le mets même en dessous de Macron. Je ne sais pas si vous arrivez à retenir quelque chose d'Hollande. Personnellement, moi, je n'y arrive pas. Voilà. Mais bon, je le mets quand même top 7, puisque j'estime quand même qu'il est un tout petit peu plus au-dessus de Macron. Voilà, un tout petit peu plus. Valéry Giscard d'Estaing, bon je vais l'appeler VGE jusqu'à la fin de la vidéo pour des questions de fluidité, est un président qui a été élu de 1974 à 1981, donc un mandat de 7 ans, un septennat, puisqu'à l'époque c'était 7 ans. Pour rappel, c'est à partir de 2000 qu'on est passé d'un mandat de 7 ans à un mandat de 5 ans. Bref, VGE, c'est le 3e président de la République. C'est un président qui est connu pour l'abaissement de l'âge de la majorité, de 21 à 18 ans, mais aussi et surtout pour la loi sur l'avortement en 1975. En plus, c'est lui qui a permis en 1974 l'extension du droit de saisine du Conseil constitutionnel. En gros, ça veut dire qu'à partir de cette date, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent désormais saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier si une loi est conforme à la Constitution. Bon, en gros, ça veut dire que on renforce la qualité des lois et on renforce leur conformité à la Constitution. Du coup, on minimise les conflits de normes. Donc en gros, c'est plus fluide, c'est plus propre, c'est plus qualitatif. Contrairement à Hollande, je le trouve assez charismatique. Il casse un peu les codes avec la jeunesse et il s'affiche clairement comme un citoyen comme les autres. Il affiche ses vacances à la plage, etc. Non, vraiment ça c'était pas mal pour le coup. Il est assez cru avec ses adversaires quand il le faut. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Bref, VGE apparaît comme beaucoup plus proche du peuple et beaucoup plus apprécié. En tout cas en début de mandat, car oui, au fur et à mesure des années, il va finir de plus en plus impopulaire. D'abord, il subit de plein fouet les conséquences du choc pétrolier en 1973, qui a des conséquences désastreuses surtout au niveau de l'emploi.
car il ne réussit tout simplement pas à faire face à la fin des 30 Glorieuses, qui était marquée par une hausse directe du taux de chômage, et la baisse de croissance de production globalement. Bon après, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça, hein? Il s'est quand même tapé une des plus grosses crises du XXe siècle quand même. Mais bon, c'est pas fini, car en 1977, et là c'est vraiment le coup de grâce, ressort l'affaire des diamants de Bokassa. VGE est accusé d'avoir reçu, lorsqu'il était ministre des Finances, des diamants de la part du président puis empereur de la Centrafrique nommé Jean Bédel Bokassa, qui n'était pas connu pour être un tendre, hein, ayant élaboré une dictature extrêmement répressive dans son pays. Bref, cette affaire finit d'enterrer le peu de réputation qu'il restait à VGE. C'est d'ailleurs ce qui va entacher sa tentative de réélection en 1981, où il perdra face à François Mitterrand. En 7 ans, je trouve qu'il aura quand même été plus impactant que Macron et Hollande. C'est lui qui est d'ailleurs à l'origine de la mesure instaurant le collège unique en 1975, qui à la base avait pour objectif de réduire les inégalités des élèves provenant de milieux populaires. Même si cette mesure est aujourd'hui critiquée, notamment car elle serait à l'origine de la chute du niveau global des élèves qui se ressent encore jusqu'à aujourd'hui, mais bon, tout est relatif et je ne pense pas que cela puisse vraiment le faire descendre, en tout cas jusqu'à se placer en dessous de ses prédécesseurs. Ah là là, le petit Sarkozy. Bon, c'est pas le président le plus apprécié celui-là. Je le mets 5ème, alors certains comprendront pas pourquoi est-ce que je le mets devant VGE, mais écoutez, s'il y avait un truc qui m'a impressionné avec Sarkozy, c'est bien ce qu'il a fait en 2008, lors de la guerre russo-géorgienne. Alors pour résumer en gros, ce qu'on appelle l'Ossétie du Sud, qui était une région qui appartenait en gros à la Géorgie avant, mais qui avait déclaré son indépendance depuis 92, a eu plusieurs accrochages avec la Géorgie. Et la Russie a utilisé les séparatistes comme excuse pour intervenir. Et du coup, elle a déclaré la guerre à la Géorgie. Bref, évidemment, beaucoup de pays comme les États-Unis condamnent l'agression, etc., mais sans prendre des mesures très concrètes. Et là, t'as Sarkozy qui décide littéralement de se rendre en Russie pour forcer le cessez-le-feu. Rien que ça. Donc là, il a quand même porté ses balls, hein, si je peux me permettre. Alors même que le président George W. Bush, donc le président américain, hein, lui disait de ne pas y aller. Et en plus ça marche puisqu'un cessez-le-feu est conclu entre la Géorgie et la Russie. Donc je pense pas que beaucoup de présidents auraient quand même été capables de faire ce genre de choses. Donc franchement je trouve que c'est quand même notable. Hein. Bon du coup on pourrait en conclure que niveau géopolitique, Sarkozy c'est quand même pas mal. Bon, en vrai, non, pas vraiment. Si on parle un peu de sa gestion de la situation en Libye, en vrai, c'est pas si fou, hein. Sarko a participé au fait de pousser l'ONU à organiser une intervention en Libye dans le cadre des printemps arabes, donc des révoltes qui touchaient un bon nombre des pays du monde arabe à partir de 2011. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Bref, le but était principalement de faire tomber le dictateur Muammar Kadhafi. Ce qui va rapidement être effectué d'ailleurs, hein, via une coalition qui a été menée par les USA et la France notamment. Mais Sarko il s'est un peu trop excité et il est intervenu en Libye sans vraiment faire attention aux conséquences qu'engendrerait la chute de Kadhafi. Ou plutôt que lui et la coalition internationale s'attendaient pas vraiment à ce que la pacification de la zone soit aussi laborieuse. On peut donc blâmer un peu son manque d'anticipation à ce niveau-là. Il veut marquer le moment mais il manque de recul quant aux conséquences, qui se ressentent encore aujourd'hui d'ailleurs puisque c'est absolument le bordel en Libye, hein, le pays est coupé en deux. Hein. Également, un truc que j'ai vraiment pas apprécié avec Sarko, c'est le fait qu'il réintègre le commandement intégré de l'OTAN en 2008, alors que la France l'avait quitté depuis 1966. Hein. Donc là, c'est un peu comme une trahison du gaullisme, hein, puisque voilà, à la base, le but était de rester indépendant, notamment à l'égard des Américains. Et on l'avait parfaitement retranscrit dans le refus de la France de suivre les États-Unis dans la seconde guerre du Golfe en 2005. Donc à ce niveau-là, c'était pas mal, mais Sarko arrive et réintègre la France dans le commandement intégré. Bon, je trouve que c'est vraiment pas fou quand même. Hein. C'est juste une occasion de plus d'affirmer que la France c'est un peu le toutou des Américains. Comme avec VGE, on va pas trop parler d'économie, hein, parce qu'il s'est tapé la crise économique de 2008, avec un taux de chômage qui monte à 9%, ce qu'on n'avait pas connu depuis 2000. Même s'il a quand même assez bien réagi en prenant l'initiative de prendre des mesures de prévention pour limiter la casse, etc. Donc c'est quand même un peu honorable. Sinon je le mets au-dessus de Giscard et Hollande, car lui au moins il aura eu le mérite d'avoir été un peu plus entreprenant sur le plan géopolitique, même si sur l'intervention en Libye c'est vraiment pas fou, hein, ça laisse une grosse tache sur son palmarès. Et un dernier truc qui fait que je peux clairement pas le mettre plus haut, c'est le fait qu'il ait ratifié seul avec le Parlement le traité de Lisbonne, qui ressemblait clairement au traité de Nice en 2005. Donc ce sont des traités qui portaient sur l'Union Européenne. En 2005, les Français avaient refusé le traité de Nice par référendum, et là, en 2009, il esquive la voix du peuple, et il le fait signer avec le Parlement tranquille, sans demander un quelconque référendum. Donc je trouve que c'est quand même un petit doigt d'honneur à la démocratie, puisque les Français avaient refusé le traité 5 ans plus tôt, et là, il le remet, mais cette fois-ci, il fait bien attention à pas faire de référendum. Donc bon, à ce niveau-là, c'était vraiment pas ouf. Hein.
Alors Chirac, c'est le 5e président de la République. Il gouverne de 1995 à 2007, donc 12 ans, ce qui est pas mal, hein. Alors contrairement à Sarkozy, je trouve déjà qu'il est plus respectueux de l'avis du peuple, hein. Lui, il soumet des décisions importantes à des référendums. Pour commencer, on peut citer le référendum sur le quinquennat en 2000. Donc oui, vous l'aurez compris, hein, c'est Chirac qui change le système de mandat du président de la République, qui passe de 7 ans de mandat à 5 ans de mandat. Donc ce qui est positif pour plein de raisons, hein, puisqu'on évite d'avoir des mandats trop longs pour rien, ça permet de faire des élections présidentielles plus souvent et donc de mieux adapter la présidence avec l'opinion publique en général. En plus de ça, avoir un mandat de 5 ans au lieu de 7, ça limite les risques de cohabitation. C'est-à-dire qu'on a moins de chances d'avoir une situation dans laquelle le président de la République et le Premier ministre ne sont pas issus du même bord politique. Ce qui a souvent pour conséquence de réduire l'efficacité globale du gouvernement et d'avoir carrément des politiques contradictoires parfois. Le parfait exemple de cohabitation, c'était l'exemple avec Chirac et le président François Mitterrand. Mais bon, cette cohabitation, on en parlera un peu plus tard. On peut également noter le référendum sur la Constitution pour l'Europe en 2005. Donc ici, c'était quand même un référendum extrêmement important sur l'Union Européenne, et donc ici, naturellement, Jacques Chirac, il décide de laisser ce choix au peuple français. C'est le peuple français qui décide d'accepter ou pas cette constitution. Donc c'est quand même assez honorable. C'est pas comme Sarko qui va nous dire non, j'en ai rien à foutre les gars, c'est le Parlement qui va signer. Donc là c'est quand même beaucoup mieux. Jacques Chirac, il laisse le peuple choisir et quand le peuple dit non, il l'accepte. Voilà, donc lui au moins, il ne marche pas sur l'opinion publique. En tout cas, pas autant que certains. Ce que j'aime bien aussi sous Chirac, c'est le refus assumé de ne pas suivre les Américains en 2003 pour l'intervention en Irak. Les Américains accusaient l'Irak de posséder des armes de destruction massive et que donc c'est dangereux et qu'il faut intervenir. Alors qu'en réalité, ils voulaient juste renverser Saddam Hussein. C'était juste un prétexte bidon. Bref, les Français sont pas dupes et montrent aux Américains que ce sont pas encore leurs toutous. Et ils refusent de suivre les Américains dans l'opération. Alors perso, j'ai trouvé ça très stylé de remettre un peu les Américains à leur place. Bon, même si techniquement ils étaient à la première place, bon, vous avez compris où je voulais en venir. Franchement, j'ai pas trop de choses à reprocher à Chirac. Je le mets 4ème car je l'estime globalement meilleur que les 4 autres présidents cités. S'il y a vraiment un truc que je peux lui reprocher en vrai, c'est que bon, déjà il s'est tapé une période de cohabitation avec Lionel Jospin de 1997 à 2002. Donc ça fait 5 ans, hein. Pour rappel, la cohabitation, c'est quand le Premier ministre, donc ici Lionel Jospin, et le président de la République, donc Chirac, ne sont pas du tout du même bord politique. Jospin était de gauche, ce qui n'était clairement pas le cas de Chirac. Du coup, ça peut un peu réduire la politique gouvernementale en général. Le truc, c'est que la cohabitation, c'était Chirac lui-même qui l'avait provoqué. En 97, il avait une majorité assez relative à l'Assemblée nationale, donc c'était plutôt confortable, mais il prend le risque de dissoudre l'Assemblée nationale juste pour gratter quelques petits sièges en plus. Sauf que ça a complètement foiré, mais vraiment complètement foiré. Il se retrouve avec une majorité de gauche, et à partir de là, il est obligé de nommer Jospin comme Premier ministre. Donc il a clairement manqué de calcul politique à ce niveau-là. Un dernier truc que je reproche à Chirac, je viens d'y penser, c'est son manque d'amour propre. Alors, je m'explique, Il a fait plusieurs choses qui, pour moi, ne devraient pas vraiment être faites par un président. Ce que Chirac a pu faire de pire en termes de crédibilité, c'est le fait qu'il ait boycotté le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz en 1805, où Napoléon humiliait les Autrichiens et les Russes. Et surtout, qu'il envoie le Charles de Gaulle, qui est le porte-avions nucléaire français, on rappelle, chez les Britanniques, pour fêter la défaite de Napoléon à Trafalgar en 1805, contre les Anglais. Bon, je peux comprendre que des personnes n'aiment pas Napoléon, mais je trouve que faire ça en tant que président de la République, c'est vraiment rédhibitoire. Il a la responsabilité d'accepter l'histoire du pays, et pas de la décrédibiliser aux yeux des autres États, quoi. Donc célébrer sa propre défaite, c'est quand même un peu surprenant à ce niveau-là. François Mitterrand est président du 10 mai 1981 au 17 mai 1995, donc il dirige pendant 14 ans quand même. Je crois que c'est le plus long mandat qu'un président de la République ait eu depuis 1958 d'ailleurs. Alors lui déjà, contrairement à Chirac, il ne manque pas d'amour propre, et il n'hésite pas à tacler ses adversaires. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats, à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Sincèrement, je pense que François Mitterrand mérite sa place de top 3 dans ce classement. Dès son arrivée au pouvoir, il marque clairement le coup en abolissant la peine de mort en septembre 1981. Rien que ça. Ensuite, il respecte ses promesses en augmentant le SMIC, les congés payés, les allocations familiales, etc. Il participe activement à la construction européenne en soumettant à l'avis du peuple, et ça c'est très bien,
les décisions les plus importantes comme le traité de Maastricht en 1992. Également, c'est le fondateur de ce qu'on appelle le gaulo-mitterrandisme. Donc c'est un terme qui avait été inventé par Hubert Védrine, qui vise la politique d'indépendance de la France de Mitterrand, qui ressemblait vraiment pas mal à ce que pouvait faire le général de Gaulle à l'époque. C'est-à-dire le fait de ne pas prendre parti pour l'une des deux superpuissances qui étaient les États-Unis et surtout l'URSS, mais plutôt de se concentrer sur l'émergence de la France à l'international et de ses alliés sans être sous la tutelle d'un autre pays quoi. Globalement, Mitterrand est également charismatique, il se laisse pas marcher dessus, que ça soit par les journalistes, les autres dirigeants, mais aussi et surtout par son premier ministre préféré, j'ai cité Jacques Chirac. Et oui, Jacques Chirac, c'était le premier ministre de Mitterrand à partir de 1986, dans ce qui est tout simplement la première cohabitation que la République ait connue, ce qui pouvait donner des situations assez cocasses comme au sommet européen de La Haye, où les deux mecs se rendent tous les deux à l'événement, car l'un est convaincu que c'est au premier ministre d'y aller, car c'est lui qui représente la France, et l'autre estime que non, c'est le président de la République qui représente la France, donc c'est au président de la République d'y aller. Bref, c'était plutôt marrant. Sinon, j'ai pas grand chose à reprocher à Mitterrand. Il a été un bon président dans l'ensemble, mis à part ses mesures controversées économiquement comme le tournant de la rigueur en 83, je ne trouve pas vraiment quelque chose qui le ferait descendre en dessous de cette troisième place en gros. Pompidou, c'est le second président de la République, qui gouverne de 1969 jusqu'à sa mort en 1974. Donc il a gouverné 4 ans, et franchement ces 4 ans-là étaient vraiment cool. Sous son mandat, la France connaît un essor économique continu avec le lancement du projet des TGV, la création du SMIC en 1970 à la place du SMIG, qui était moins avantageux pour les salariés. C'était également un acteur important dans la construction européenne, ce qui renforce les relations de la France sur le plan international, car à l'époque l'Union européenne n'existait pas. Il n'y avait que la CEE, donc la Communauté économique européenne, qui n'a presque rien à voir avec l'Union européenne d'aujourd'hui. La CEE, c'était une organisation qui n'avait rien de politique. Elle avait juste pour objectif de créer un marché commun entre tous ses pays membres, afin de favoriser leur croissance notamment. Bref, la France est membre de la CEE depuis 1957, et en avril 1972, donc sous Pompidou, est demandé l'intégration de plusieurs pays dans la communauté économique européenne, dont notamment le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande et la Norvège. Et c'est à partir de là qu'un élargissement continuera jusqu'à la formation de l'Union européenne. Pompidou a donc eu un rôle extrêmement important dans la construction européenne qui continue encore aujourd'hui. C'est également lui qui créait le ministère de l'Environnement, ce qui montre en plus qu'il n'était pas déconnecté de la réalité, s'agissant des enjeux qui commençaient un peu à inquiéter après la Seconde Guerre mondiale, et dont les conséquences commencent à se faire ressentir aujourd'hui. Bref, Pompidou est top 2 sans difficulté. En seulement 4 ans, il conserve la France dans le confort qu'elle avait depuis les 30 Glorieuses. Bon, le seul truc qu'on peut lui reprocher à la limite, c'est la loi Pleven de 1972. C'est une loi qui avait pour objectif de sanctionner pénalement l'incitation à la haine et les discriminations, mais le problème c'est qu'à cause d'un manque de clarté de la loi, en fait on n'avait pas vraiment la définition des limites de ce qui était interdit. Et du coup, ça pouvait un peu porter atteinte à la liberté d'expression, et en même temps ça créait juste un nombre incalculable de plaintes qui au final étaient classées sans suite. On peut aussi souligner le fait qu'en tant que deuxième président de la République, inévitablement il subissait un peu la comparaison avec le premier président, qui était le général de Gaulle. Et vu qu'il était un peu moins charismatique, ça donnait un peu moins cette impression de chef d'état fort, même si ça l'empêchait pas du tout d'être un très bon président. De là à le mettre en dessous de Mitterrand ou Chirac, il faut pas abuser. Bon écoutez, aucun suspense à ce niveau-là, je pense, De Gaulle est sans débat, et je dis bien sans débat, le meilleur président de la République. Voilà, j'ai même pas besoin de me justifier, mais je vais quand même le faire. Déjà, faut rappeler que c'est lui qui est à l'origine de la création de la 5ème République. En 1954 débute la guerre d'Algérie, et la 4ème République est juste incapable de gérer ses conflits internes ou externes. Du coup, on appelle le général de Gaulle pour sauver la situation, et le mec comprend direct que le régime actuel est juste dépassé, et qu'il est temps de passer à autre chose. Il fait donc naître la 5ème République en 1958 et devient son premier président. A partir de là, toute l'expérience qu'il a acquis pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde, la 4ème République, etc., tout ça va lui servir pour son mandat de président. Il met un terme à la guerre d'Algérie en 1962 en reconnaissant l'indépendance du pays, il garde la France indépendante par rapport aux autres pays, organisations internationales. On peut citer ici la politique de la chaise vide contre la CEE, également le fait qu'il quitte le commandement intégré de l'OTAN en 1966, également la France connaît un essor économique, technologique, industriel et social exceptionnel avec les 30 Glorieuses, avec plein de mesures comme la légalisation de la contraception par exemple, pour n'en citer qu'une seule.
C'était évidemment un chef d'État fort, principalement avec l'image qu'il avait développée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est à l'origine du suffrage universel direct pour le président, qui fait que le peuple peut directement choisir son président, ce qui permet au peuple d'intervenir plus activement dans la politique du pays. Et enfin, c'était le chef des référendums, il en faisait tout le temps et assumait tous ses choix, à un tel point qu'il se retire comme un chef en 1969, après que la population ait dit non au référendum sur la réforme du Sénat et des régions. Donc là, on peut pas faire mieux dans le respect de la vie du peuple français. C'était incontestablement le meilleur président de la République. La 5ème République était faite pour lui. Et ça s'est directement vu avec Pompidou d'ailleurs. Alors oui, Pompidou était top 2, etc. Il était très bon, mais c'est un peu comme quand on dit que l'URSS c'était Staline, et ben là, la 5ème République c'était De Gaulle. Et au fur et à mesure des présidents, on voit bien que la 5ème République, elle n'est pas adaptée à une France de plus en plus divisée. Et ça, c'était le cadet de nos soucis quand De Gaulle était président. Bref, c'est la fin de ce top, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et me dire quel serait votre propre top 8. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas également à me dire voilà, si vous auriez mis un président plus haut ou plus bas, ou peut-être que pour vous Macron était très fort. Bon bref, n'hésitez pas à me le dire, et sur ce, je vous le dis à bientôt.